À la une de l'actualité aujourd'hui, retour sur cet accident qui a tué 2 adolescents hier, route des Religieuses. Dans le quartier où ils résidaient au Haut-du-Port, l'émotion est vive, une émotion partagée entre colère et tristesse. À peine arrivée, déjà repartie, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, n'aura passé que 2 heures en Martinique, mais 2 heures fortes avec au programme une visite de la prison et quelques annonces importantes pour le monde carcéral et judiciaire. Un mois déjà depuis l'incendie qui avait ravagé 2 entreprises à Place d'Armes. Aujourd'hui, elle tente de se relever dans des locaux tout neufs, mais le traumatisme reste, surtout pour les clients qui ont tout perdu dans les flammes. Enfin, vous montrez bien dans la machine à beauté, c'est l'intitulé de la pièce jouée par la compagnie L'Autre Bord. Elle l'a présentée aux élèves de l'école de Croix-Rivaille, l'occasion de découvrir le théâtre et de s'interroger sur le beau. Et puis notre invitée, vous le voyez, sera Sylvie Merle, directrice de l'Observatoire de la santé de la Martinique, avec qui nous déclinerons le rapport sur l'état de santé des Français à notre échelle locale. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette heure d'information. On démarre tout de suite au centre pénitentiaire de Ducos. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, s'y est rendue dès son arrivée en Martinique à 14 h. Nous y reviendrons dans un instant. D'abord, parlons de la tristesse et de la colère. Voilà en tout cas les sentiments qui dominent au Haut-du-Port à Fort-de-France. Vous le savez, c'est dans cette cité que vivaient les 2 adolescents décédés route des Religieuses hier. Dans le quartier, personne ne comprend comment cet accident a pu se produire. C'est ce qu'ont constaté en tout cas Océlia Cartès et Guy Raphaël René. 24 heures après la disparition de Xavier et Marvin, ici, cité Haut-du-Port à Fort-de-France, une famille est brisée, tristesse et colère animent les esprits. Mon petit cousin, mes petits cousins, il a dit casse pas la fin, ça m'a dit là. Là, nous bien perdu là, je dis. Certains veulent divulguer les choses à leur manière, une moto volée, patati patata. Nous, on a des petits frères, ça veut dire des cousins, des amis. Par ailleurs, nous sommes embêtés parce qu'on les a perdus et puis qu'on se retrouve seuls. Seuls face à la réalité, une réalité qui relance un éternel débat, la nécessité du port du casque. Un casque ou pas, ça change du tout. C'est quoi la tonne d'un camion? C'est quoi le poids d'un camion? C'est quoi le poids d'un camion? Faites un casse avec un titane, merde alors, moi j'ai envie de dire, voilà quoi. Soudés, les jeunes de la cité pleurent leurs frères, mais voilà, pour les acteurs associatifs luttant contre les comportements à risque sur les routes, le constat reste encore une fois dramatique. Quand on est jeune, on se croit invincible, donc résultat, il y a des choses que l'on fait et qu'on ne va pas faire à 30 ans. Et évidemment, quand ça arrive, les conséquences sont encore une fois dramatiques. Souvent spectateurs, les usagers de la route sont consternés par certains comportements des 2 roues au quotidien. Ils pensent que tout est permis. Ils sont en train de se faufiler entre certaines voitures, mais malheureusement pour eux, ils sont en train de payer ce que j'appelle le lourd tribut. On ne peut pas d'un seul coup incriminer les jeunes. C'est vrai qu'il y a un problème de comportement, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de démontrer et de défier peut-être la vie. Je suppose, je dis ça en prenant entre guillemets, que c'est une forme de suicide organisé. Quand on est motard, il faut faire très attention aux voitures, qui ne prennent pas attention aux motards justement. C'est à nous aussi de faire attention justement et apporter le casque justement. Savoir aussi apprendre le code de la route. Déjà 3 décès sont à déplorer sur les routes pour ce début d'année. En 2014, sur 32 tués, 13 étaient des 2 roues. Et si vous avez été témoin de l'accident, la police cherche à identifier le véhicule qui circulait en direction du centre-ville au moment où le scooter des 2 victimes dépassait le camion toupie. Si vous avez quelque élément que ce soit, rapprochez-vous de la brigade accident et délit routier de Dillon. Elle est joignable au 05 96 70 82 63. Je vous le disais tout à l'heure, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, était en Martinique aujourd'hui. Une visite éclair. Elle s'est rendue au centre pénitentiaire de Ducos dès son arrivée à 14 h. Le temps de quelques échanges avec les surveillants, la direction et même avec les détenus. Une première visite de la prison martiniquaise en tant que ministre en tout cas, et durant laquelle elle a fait quelques annonces fortes, des promesses plus fortes encore dans un pénitencier où la tension est presque palpable. Loïc Régis. Une visite de 2 heures à peine pour se faire une idée des difficultés quotidiennes à la prison de Ducos, un centre pénitentiaire sous tension
après la mort suspecte d'un détenu. Et on ne doit pas oublier qu'il y a des personnes qui aiment ces personnes-là, y compris lorsque c'est un détenu. Il y a des personnes qui aiment profondément ces personnes-là. C'est donc toujours une perte extrêmement douloureuse. Vous savez qu'une enquête a été ouverte, elle a été confiée à 2 services. Cette enquête suivra son cours, il n'y aura aucune entrave, toute la vérité sera faite. Ça ne remplacera pas l'absence de cette personne pour sa famille, mais toute la vérité sera faite. Insalubrité, promiscuité et violence. Construite en 1996, la prison de Ducos semble atteindre ses limites. Le récent rapport de l'Observatoire des prisons l'a largement rappelé. On n'est pas obligé de s'expliquer pendant 10 ans pour pouvoir se comprendre. Voilà, parce qu'elle l'a vu, quand on parlait de tel site, elle savait de quoi on parlait, quand on parlait de violence, elle savait de quoi on parlait, quand on parlait de matelas par terre, elle savait de quoi on parlait. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu. Elle l'a vu. Et c'est quand même, c'est bien quand les gens voient. C'est vrai que c'est peut-être un peu rapide le passage de madame la garde des Sceaux, mais je pense que la prochaine fois, si elle prend vraiment son temps, là, elle ne pourra plus dire « je vous comprends ». Là, elle saura vraiment ce que vit un agent. Ici, le taux d'occupation dépasse les 200%, plus de 1000 détenus pour 570 places. Les travaux d'extension de 160 places ont déjà bien avancé. D'autres constructions sont prévues. L'essentiel des constructions immobilières qui vont se faire seront dans les Outre-mer. Donc ici pour Ducos, nous allons construire un centre de semi-liberté de 25 places. Nous sommes en train de finaliser la recherche de l'assise foncière. Et puis nous allons aussi construire sur le prochain triennal un établissement de 500 places pour ici, en tout cas pour la Martinique. Mais l'autre grand chantier de Christiane Taubira pour lutter contre la surpopulation carcérale reste l'aménagement des peines. Un système difficile à mettre en œuvre selon certains syndicats. Pour l'heure, sur 15 dossiers déposés, seuls 5 auraient été validés par la justice. Dans les prochains mois, le dispositif sera renforcé. Il y a des situations où l'incarcération n'est pas l'exécution de peine la plus efficace. Donc je renforce également les juges d'application des peines, je renforce les équipes de conseillers d'insertion et de probation, ce qui permet de trouver des aménagements de peine, des alternatives à la peine, qui évitent la désocialisation quand ça n'est pas nécessaire et qui surtout permettent aux gens de ne pas complètement quitter la société, de ne pas s'ancrer dans un parcours de délinquance et donc de se réinsérer de façon à ne pas être en danger ni pour la société ni pour eux-mêmes. Si effectivement on constate qu'au bout d'1 mois ou au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, que ça ne rapporte pas grand-chose par rapport à la situation de Ducos, je ne dirais pas que c'est un échec, mais bon, ben voilà quoi. Mais bon, il faut essayer, Puis après on tirera les conclusions plus tard. Un passage éclair et des annonces bien insuffisantes sans doute pour rassurer le personnel et calmer la colère des détenus. Allons maintenant au Marigot qui va enfin pouvoir commencer son deuil. Lundi, la dépouille de Rémi Plézel sera rendue à la Martinique. Souvenez-vous, le 28 décembre dernier, le vol d'Air Asia qu'il pilotait s'est abîmé en mer de Sumatra avec plus de 160 personnes à son bord. À quelques jours de son rapatriement, la municipalité dont il était originaire s'organise pour lui rendre hommage. Un moment qui promet d'être fort et de rassembler les habitants de la commune. Le reportage de Louis Sabas. C'est toute la Martinique et en particulier le Marigot qui semble attendre le retour de Rémi Plézel. Copilote de l'Airbus d'une compagnie malaisienne, il était porté disparu depuis plus d'1 mois après le crash de son avion. L'annonce de son rapatriement, prévu pour mardi prochain, est accueillie comme un soulagement dans sa commune. Ça fait un moment qu'on attendait son retour. Et c'est avec beaucoup de joie que nous apprenons qu'il revient au pays quand même. On est même en train, spirituellement, psychologiquement, en train de se préparer à ce retour. Ça peut soulager la famille et puis peut ça commencer à faire deuil. La municipalité marigotine se prépare à accompagner l'enfant du pays vers sa dernière demeure. Hommages et cérémonies à l'église sont programmés pour le jeudi 19 février. La municipalité a prévu une chapelle ardente, de dresser une chapelle ardente à l'espace Fondor. D'ailleurs, j'invite toute la population martiniquaise pour cette information. Et donc, nous allons exposer le corps à l'espace Fondor toute la journée. La levée du corps pour l'office religieux se fera aux alentours de 15 h. À l'issue, le cortège se dirigera vers Sainte-Marie, où Rémi Plézel sera inhumé dans le caveau familial. En bref, la Martinique est en alerte jaune pour forte houle. Soyez donc prudents, surtout si vous êtes aux environs du Carbet et de Lens-Turin. Plus de détails à venir, bien sûr, dans la météo de Ruth Fortuna après la tranche info. Au Lamentin, 1 mois s'est déjà écoulé depuis l'incendie qui avait ravagé 2 entreprises à Place d'Armes. Dans la nuit du 11 janvier dernier, l'entreprise d'import-export AGS et la société Nouvelle Osier-La-Fontaine sont toutes 2 parties en fumée, laissant leurs employés au chômage technique. Aujourd'hui, AGS
renaît de ses cendres dans les locaux tout neufs, mais l'incendie n'est pas encore totalement oublié. Des centaines de clients ont été impactés car ce qui a brûlé finalement, ce sont les boxes de stockage qu'ils louaient et où ils entreposaient parfois les souvenirs de toute une vie. Le reportage d'Océlia Cartès et Guy Raphaël René. Ces flammes sont en train de ravager un entrepôt dans la zone de Place d'Armes. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 19h30. Aussitôt, les pompiers et la police nationale sont entrés en action. Un témoin stupéfait nous décrit les photos qu'il vient de prendre. Sur le haut de l'immeuble, du bâtiment, on voit que ça brûlait au-dessus. Donc on présume que là, au fond, vous voyez encore les flammes. Les pompiers qui sont en train de se battre pour essayer de les aider. En plus, comme il y avait beaucoup de vent, donc ça n'arrangeait pas les choses. Dans le ciel, une épaisse fumée à l'odeur de plastique brûlé. Il y avait dans cet entrepôt. Et nous avons visiblement eu un problème puisque c'est le reportage de ce jour-là, le 11 janvier dernier, et cet incendie qui est revenu. Nous reviendrons donc sur ces incendies dans nos prochaines éditions. Un œil en Guyane maintenant. En bref, après la mort d'une personnalité très appréciée, Joseph Mondésir, dit Tonton Jo, homme de radio depuis plus de 30 ans, chanteur connu par-delà les frontières guyanaises. Il a succombé à un accident vasculaire cérébral dimanche soir. Hier, sa veillée mortuaire s'est tenue dans la grande salle du Zéphyr où une foule d'anonymes est venue lui dire adieu. De nombreux artistes ont d'ailleurs défilé pour interpréter ses chansons. La famille de Joseph Mondésir était originaire de la Martinique. Sa grand-mère avait fui l'éruption de la montagne Pelée en 1902 et il avait vu le jour à Saint-Laurent en 1942. Et puis toujours en Guyane, puisqu'on y est, notez que l'épidémie de chikungunya a fait sa première victime le week-end dernier. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années décédée lors de son transfert à Fort-de-France. Hasard du calendrier, le jeudi précédent, le directeur de l'ARS établissait un bilan de la progression du chikungunya dans le département. Il soulignait notamment la maîtrise de l'épidémie. Il faut savoir qu'en Guyane, la maladie a déjà touché 11 470 personnes. Ouvrons une page santé, restons en tout cas en santé puisque nous y sommes, avec une première en Martinique et même dans le bassin caribéen. Ce matin, le CHUM a présenté sa nouvelle technique de lutte contre les AVC. Il s'agit d'un système qui soigne les troubles du rythme cardiaque, responsable d'un tiers des accidents cardiovasculaires. Les explications d'Hélène Renaud. Voici un cœur malade, soigné par un procédé unique en son genre si vous êtes atteint de fibrillation atriale. En clair, si votre rythme cardiaque bat plus vite que la mesure. 1% de la population présente ces palpitations anormales. Ce trouble est responsable d'environ un tiers des AVC. Pour le soigner, une opération révolutionnaire existe, mise en place pour la première fois en Martinique cette semaine au CHU. Son inventeur, le voici. Depuis 20 ans, ce cardiologue bordelais neutralise les cellules turbulentes à la source dans les veines pulmonaires. Et on va aller à l'intérieur du cœur et on va faire des cautérisations à l'endroit malade pour isoler la source responsable des troubles du patient. La cautérisation, c'est qu'on va chauffer l'extrémité de la sonde à 70 degrés et ça va donc dessécher toute la partie cardiaque et neutraliser la source anormale. 2 personnes ont déjà été opérées au CHU, mais ce n'est qu'un début. Le besoin est énorme sur l'île. Un exemple, environ 20% de la population martiniquaise est atteinte d'hypertension artérielle, une des causes des palpitations, mais pas seulement. Vous avez aussi l'engouement du sport de masse, notamment du jogging et des activités importantes qui favorisent chez les quarantenaires et cinquantenaires la survenue de fibrillation auriculaire. Et on sait qu'on a une population vieillissante et que plus vous avancez dans l'âge, plus le taux de fibrillation auriculaire est important. Cette technique d'opération est une première dans les Caraïbes. Le but, éviter les AVC et vivre plus longtemps. Mais mieux vaut prévenir que guérir. En cas de palpitations irrégulières, allez faire un dépistage pour en avoir le cœur net. Et la santé des Martiniquais, on en parle avec notre invitée Sylvie Merle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directrice de l'Observatoire de la santé de la Martinique. Un rapport en direct de la Direction des recherches, des études, de l'évaluation et des statistiques a été publié ce matin. Il traite de l'état de santé des Français. On y voit notamment, puisqu'on parlait d'AVC à l'instant, que ce genre de maladie, AVC, insuffisance cardiaque, sont la première cause de mortalité chez les Françaises. Est-ce que c'est aussi vrai chez nous ?
Alors on peut dire oui, plus ou moins, puisque effectivement ces causes de mortalité dont vous venez de parler sont surtout des causes qui vont survenir chez des sujets âgés. Et comme en Martinique, vous savez, nous sommes face à une population de plus en plus vieillissante, effectivement, les principales causes de mortalité dans notre région sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et donc au sein de ces maladies cardiovasculaires, on met effectivement les AVC et l'insuffisance cardiaque. Les cancers, c'est quelque chose de général à tous les Outre-mer ? Alors, c'est vrai que globalement, le risque de présenter un cancer est plus bas pour les habitants des Antilles-Guyane que pour ceux de la France hexagonale. Ça, c'est pour tous les cancers confondus, mais on sait bien qu'on a une particularité, c'est pour le cancer de la prostate, où là, le risque est plus grand. Mais sinon, présenter au moins une fois dans sa vie un risque de cancer est un petit peu moins élevé chez nous que dans d'autres régions. Donc ça, c'est un point positif qu'il faut souligner. Et par contre, comme la population vieillit de plus en plus, même si on guérit de plus en plus de cancers, comme les gens sont très âgés et que plus on vieillit, plus on risque de développer un cancer, on voit que les maladies cardiovasculaires d'un autre côté sont de mieux en mieux traitées, on voit paradoxalement que le nombre de cancers, de décès par cancer augmente, et surtout chez les hommes. Parce que les hommes, ils ont des comportements plus souvent à risque que les femmes. Donc tabac, alcool, voilà, etc. donc ils sont plus volontiers touchés que les femmes. Malgré tout ça, on vit plus longtemps. Les Français vivent alors en moyenne 85,4 ans pour les femmes, 79,2 ans pour les hommes. Nous aussi, on vit très longtemps. On le sait, en Martinique, on a énormément de centenaires, donc on s'en rend compte assez souvent. Néanmoins, nous sommes très sujets aux maladies chroniques. Je pense notamment au diabète. On a passé la barre des 3 millions de Français touchés par le diabète entre 2010 et 2012. Les Martiniquais sont également très touchés par cette maladie. Comment s'explique ce grand nombre de diabétiques aujourd'hui? Est-ce qu'on en a toujours eu autant? Et puis est-ce qu'on est les seuls est-ce que la France est plus touchée qu'un autre pays? Alors le diabète, on peut carrément parler d'épidémie, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui se développe énormément, qui est en lien avec le vieillissement de la population, puisque plus on avance en âge et plus la part de diabétiques augmente dans la population, que ce soit celle de Martinique, de France ou d'autres pays. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le mode de vie a changé, et principalement l'alimentation. Alors, vous savez qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui, en général, apparaît quand on est jeune, et là, j'allais dire, le mode de vie n'a rien à voir. C'est un problème qui se met en place au niveau du pancréas. Le sujet ne fabrique plus d'insuline, qui est l'hormone qui régule la glycémie, et donc effectivement là on en a très peu des diabétiques de type 1. Par contre, ce qui augmente énormément, c'est les diabétiques de type 2, ce qu'on appelle aussi le diabète gras, et qui veut bien dire que très souvent c'est en rapport, alors c'est une maladie qui est, comme on dit, plurifactorielle, c'est-à-dire c'est à la fois probablement, il y a un contexte familial qui joue un rôle, mais beaucoup le mode de vie. C'est-à-dire que même si dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui ont été diabétiques, si on fait très attention, on peut ne pas l'avoir. Voilà, l'hygiène de vie, en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, on a des chances quand même de ne pas évoluer vers le diabète. Ou si le diabète se déclare, si on est bien suivi, si on fait attention à son mode de vie, on n'aura pas toutes les complications que le diabète peut entraîner. On note également dans ce rapport, pour terminer, qu'il y a 5 points d'écart entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer en ce qui concerne la mortalité infantile. Les moins bons, bien sûr, ce sont les outre-mer, 5 points de moins que dans l'Hexagone. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors ça, c'est un problème qui nous pose souci depuis très longtemps, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane. Tous les professionnels de santé, les décideurs se penchent sur cette question depuis longtemps. Alors on sait qu'on a plus de prématurité, donc c'est sûr que plus un bébé va arriver au monde avant terme, et plus il risque bien sûr de décéder, puisqu'il va être plus fragile. Mais il n'y a pas que ça, probablement. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore totalement compris pourquoi on a ces chiffres-là, puisqu'il y a une bonne dizaine d'années, voire même 15 ans, on avait des chiffres qui s'étaient améliorés, notamment pour la mortalité infantile. Et à nouveau, les chiffres sont repartis à la hausse. C'est probablement plusieurs raisons qui expliquent tout ça. Bon, bien sûr, la prématurité. Le fait aussi qu'on va maintenant pouvoir réanimer, garder en vie des enfants qui avant ne pouvaient pas survivre. Le contexte familial aussi, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, mais c'est très difficile à mettre en évidence. Si une femme ne mène pas sa grossesse dans de bonnes conditions, si elle n'a pas aussi la possibilité de venir consulter les professionnels de santé, parce qu'on a un dispositif pour la prise en charge des grossesses qui est bon, quoi. Donc
Mais on constate que certaines femmes ne font pas le suivi optimal de leur grossesse ou alors viennent trop tard quand il y a des complications et du coup, il y a des soucis après. Donc, parce que cette mortalité infantile, elle est surtout concentrée sur les premiers jours de vie, les premières semaines de vie, hein, plus que sur le reste des mois qui suivent. Donc l'observation continue. Merci beaucoup Sylvie Merle d'avoir été avec nous ce soir pour décortiquer un peu ce rapport à l'échelle locale en tout cas. Merci beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure de ces incendies cet incendie qui avait ravagé l'entreprise AGS ainsi que la société Nouvelle Osier-la-Fontaine. Je vous propose de tenter à nouveau de voir ce reportage sur ce qu'est devenu en tout cas cette entreprise AGS qui tente aujourd'hui de se relever. Un reportage signé Océlia Cartès et Guy Raphaël René. Le 11 janvier dernier, en 24 heures, l'entreprise leader dans le déménagement et l'import-export disparaît dans les flammes en une nuit. Aujourd'hui, les ruines des 3000 mètres carrés de la société témoignent de la violence de l'incendie. 155 mètres carrés de bureaux en cendres, box d'entreposage disparue. Quelques semaines après, une odeur âcre se dégage encore des décombres. Dans certains box étaient entreposés par des particuliers toute une vie de souvenirs, des souvenirs que Danielle, cliente de la société, ne retrouvera jamais. J'avais lit, matelas, mes affaires personnelles, mes papiers, tous mes papiers, mes photos. J'avais l'essentiel de toute ma vie en Martinique depuis 10 ans. Et j'ai tout perdu, il ne me reste rien. Donc voilà. Selon cette cliente, la cellule de crise post-incendie laissait à désirer. Aucun représentant n'est entré en contact avec elle. Seul un courrier lui détaillant les actions à venir lui a été envoyé 15 jours après l'événement. À l'origine, quand j'ai souscrit au dossier, j'avais fait un premier devis qui s'estimait à un montant vraiment supérieur à ce que j'ai déclaré la deuxième fois. La dame m'avait suggéré de diminuer sur ce que j'avais déclaré, donc c'est ce que j'ai fait. À quelques kilomètres des ruines, la structure AGS renaît sereinement de ses cendres. Avec de nouveaux locaux, malgré une surface d'entreposage revue à la baisse, il plane encore le spectre d'une gestion de crise jugée comme compliquée par certains clients. Les mails ont été envoyés. Ensuite, les courriers, tous ceux qui ne nous ont pas répondu, des courriers après sont partis. Ça ne se fait pas en une journée. Une cellule de crise ne se monte pas comme ça. Donc il faut vraiment savoir qu'est-ce qui a été détruit, qui était réellement chez nous. Est-ce que les gens étaient assurés par AGS? Est-ce que les gens étaient assurés par leur propre assurance, etc., etc. En tout cas, certes, c'est vrai, il peut y avoir quelques oublis. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Concernant la déclaration revue à la baisse des effets de Danielle, la direction d'AGS reste dubitative sur la pratique. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'un chef d'entreprise va demander à ses commerciaux de minimiser une assurance? C'est ce qui a été dit en tout cas. Alors ça veut dire que je refuse de l'argent de mes clients. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire qu'on va dire à notre client, non, ne déclarez pas tout, mettez un minimum. Elle est où la plus-value? Je ne sais pas, je préfère que quelqu'un s'assure chez moi pour 120 000 € que 10 000. À terme, l'entreprise AGS juge ses locaux situés zone La Marie à Ducos comme temporaires. D'ici janvier 2016, un retour à Place d'Armes est envisagé. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à Fort-de-France où les commerçants ont mis l'ambiance dans les rues pour le carnaval et pour redynamiser le centre-ville. Et puis le carnaval, il en sera également question avec Hubert Bornil qui nous emmènera à la rencontre des Touloulous guyanaises en Martinique. Mais avant, direction la Guadeloupe où le début de la campagne canière approche. Dès le 23 février, les récoltes commenceront dans l'île Sœur. Il faudra attendre néanmoins le 26 pour Marie-Galante. Des dates arrêtées en plein milieu des NAO, les négociations annuelles obligatoires. Hier, tous les acteurs de la filière se sont rassemblés pour faire un point sur les travaux intercampagnes et sur la récolte à venir. Et une chose est sûre, la campagne 2015 s'annonce très prometteuse. Linda Kayarsi. Les récolteuses de canne à sucre devraient reprendre du service le 23 février en Guadeloupe continentale. Cette année, la campagne s'annonce sous de bons auspices pour les coopératives agricoles. Nous avons justement innové parce que nous avons repris l'encadrement technique de la récolte qui était à la charge de la Chambre d'agriculture depuis l'année dernière. Et donc, nous avons fait, comme je dis, ce qu'il y avait à faire. Et donc, nous voyons de bon œil, au-delà des négociations, bien sûr, que nous savons qui sont en cours. Une belle campagne canière en perspective aussi pour l'interprofession de la canne et du sucre, qui a établi les premières prévisions de récolte. Donc, nous avons estimé un tas de canne de 618 000 tonnes de canne pour le continent.
et de 180 000 tonnes de canne pour Marie-Galante. Voilà. Donc on perçoit dans ces tonnages qu'il y a un fort pourcentage par rapport à l'année dernière. Un tonnage qui s'améliore à cause des actions de relance et de replantation menées par les coopératives agricoles. Nous sommes cette année sur l'ensemble de la Guadeloupe à plus 10% d'augmentation de la production. Il faut signaler que Marie-Galante fait un bond de plus 29%. Donc nous saluons le travail de relance de la production qui est fait sur Marie-Galante, qui va franchir le cap des 100 000 tonnes de production après pas mal d'années. Et nous pensons maintenir cette coupe ascendante pour 2015 et pour les années à venir. Un bassin cannier en pleine croissance qui aura besoin d'un soutien actif de l'État, notamment financier, pour faire face à la suppression des quotas sucriers en 2017. Nous sommes en train de réfléchir à l'élaboration d'une stratégie pour la filière canne de Guadeloupe. Déjà demain, on doit rencontrer les services de l'État pour peaufiner cette stratégie. Toujours est-il que la finalité de la stratégie, c'est de faire en sorte qu'on trouve les ressources pour financer tous les effets néfastes que pourrait engendrer la fin des quotas sucriers. Aujourd'hui, tous les acteurs de la filière canne formulent l'espoir que la récolte 2015 soit meilleure que les années précédentes. Une récolte qui doit démarrer d'ici une quinzaine de jours sous réserve du bon déroulement des négociations annuelles en interne et de branche entre usiniers et ouvriers. Retour en Martinique où c'est le carnaval qui se prépare. Depuis plusieurs jours, les élèves du campus caribéen des arts sont à pied d'œuvre pour construire un char. Et pas n'importe lequel, c'est le groupe Cassave accompagné de l'artiste Guy Vadeleux qui défileront dessus durant les jours gras. À l'initiative du projet, l'association Grand Chawa, qui comme l'indique son nom a vu les choses en grand, 10 mètres de char décorés par nos meilleurs artistes en herbe. Écoutez justement ces quelques étudiants interrogés par Louis Sabas. Ce sera un grand char, le camion dans son ensemble, camion plus plateau, on est à plus de 13 mètres et en hauteur, il montera jusqu'à 5 mètres. Nous avons estimé que c'était vraiment l'occasion pour les étudiants de pratiquer, d'être confrontés à un cas réel, de se rendre compte des applications que pouvaient donner toutes les pratiques qui leur étaient enseignées. C'est beaucoup de travail. Donc on y passe des heures et des heures, on commence le matin, on finit tard dans l'après-midi, très tard même. Mais sachant que ça donnera un résultat pas mal, donc moi ça me plaît, ça me dérange pas. On voit juste le travail qu'il y a à faire pour justement que le choix soit, on va dire, au niveau de ce qu'on attend. Et si pour l'heure le thème reste secret, quelques indices sont tout de même filtrés. Vous pouvez déjà y réfléchir. Le char devrait représenter un animal connu en Martinique. Moi, j'opterais pour le manicou. Enfin, le carnaval, il en sera également question dans Terre d'artistes ce soir. Nous irons en plein vidé à Fort-de-France à la rencontre notamment du groupe traditionnel Psyché et de l'association Jeunesse Bois-de-Jacques. Voilà ce qui vous attend. Et puis qu'on roule avec le contrôle technique. De nos jours maintenant, en 2015, il faut le contrôle technique, il faut l'assurance, etc. C'est compliqué donc du coup? Oui, c'est compliqué. Il y a des soins à verser. Mais vous vous y accrochez quand même? Voilà, on essaye. On aime notre carnaval et on fait en sorte pour que on aime le carnaval, on fait avec. On est obligé. Mais merci beaucoup. Pas de problème. Voilà, Terre d'artistes sera donc à 20h sur ATV. À l'heure où tout le monde se déguise et se grime, la question se pose, qu'est-ce que la beauté? Pour tenter d'y répondre, la compagnie théâtrale L'Autre Bord a présenté aux écoliers de Croix-Rivaille sa pièce intitulée La machine à beauté, l'occasion pour les élèves de réfléchir et partager sur cette thématique très présente au quotidien, mais également de découvrir l'univers du théâtre dans le cadre des actions pédagogiques de leur école. Voyez plutôt le reportage de notre correspondante Camille Joseph. Cette machine peut vous transformer en une beauté. La machine à beauté est l'histoire des habitants d'un petit village qui se voient tous laids et qui ne s'aiment pas, jusqu'au jour où un inventeur débarque et leur propose de devenir tous beaux, mais tous semblables. Les enfants de l'établissement, depuis 3 ans maintenant, suivent un module théâtre. Et il était important qu'ils voient jouer sur scène de véritables comédiens. À une époque où tous les moyens de communication sont basés sur l'image, il est important que les enfants ne se laissent pas piéger par ce culte de la beauté, de la conformité et de l'uniformité. Une pièce d'une portée actuelle qui n'a pas laissé les élèves indifférents. Pour eux, il y a bien différentes formes de beauté.
être beau comme on est. On ne peut pas dire à quelqu'un tu es laid de passer dans la machine, c'est pas toi qui décide, c'est lui. La beauté, c'est d'être soi-même et puis être gentil, ne pas être méchant avec les autres. C'est avoir un beau visage. Juger les gens, ce n'est pas bien, il faut les aimer comme ils sont. À l'issue de la pièce, c'est avec plaisir que la troupe s'est prêtée au jeu des échanges avec des élèves avides de savoir. Comment vous faisiez pour faire le bruit de la machine à beauté? Est-ce qu'on peut s'aimer comme on est, voilà. Et c'est ça qu'on essaye de défendre. C'est toujours bien aussi d'avoir un petit peu d'originalité, mais au fond, en restant soi-même. Ouais. C'est ça le message qu'on veut faire passer aussi. On est beau comme on est et acceptons-nous comme on est. Et on n'a pas besoin de passer dans la machine à beauté. La machine à beauté qui s'inspire des grands débats existentiels et qui pousse le spectateur à se questionner et à se positionner continue sa tournée dans toutes les écoles de l'île. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.